Bonjour et merci de nous être fidèles. Nous nous retrouvons aujourd'hui dans un décor tout à fait inhabituel, vous l'avez remarqué, celui d'une zone piétonne. Pourquoi ce décor? Eh bien parce que le sujet que nous allons étudier s'y prête. Nous allons en effet observer, disséquer le plus vieux geste du monde, le geste le plus élémentaire aussi, celui du déplacement, de la marche. La marche nous conduira tout naturellement à l'étude du pied et de la complexité de ses articulations, et je vous donne là le sommaire. Et puis nous retrouverons nos rubriques habituelles, la page pratique et la revue de presse. Mais d'abord donc, la marche. Nous marchons depuis au moins 700 000 ans sur nos deux pieds, si l'on en croit en tout cas la découverte du squelette de Lucie. Lucie, homme ou femme, peu importe, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que ce squelette présente toutes les caractéristiques osseuses de l'homme du XXe siècle, de nous-mêmes. Lucie marchait donc tout à fait comme nous, elle où il était exposé au même problème, à la même pathologie. Pour mieux le comprendre, examinons la marche normale avec le docteur François Mété du Centre de réadaptation fonctionnelle Saint-Lazare à Beauvais et écoutons l'exposé écrit par Riviel. Docteur Mété, dans votre centre de réadaptation, que représente le temps consacré à la rééducation de la marche? Bien, nous recevons ici 900 patients par an, 130 traitements par jour, des traitements de 3 à 4 heures. Pour la moitié des patients, la marche est une partie essentielle de leur rééducation et représente à peu près un tiers du temps de rééducation, 1 heure à 1 heure et demie, à travailler la marche à une des 3 étapes qu'on peut considérer, la reprise de la marche, quand on a l'autorisation d'appui, la rééducation d'une marche normale avec un pas bien déroulé et le réentraînement à l'effort avec les parcours proprioceptifs, par exemple. Mais pour bien comprendre cette rééducation, il faut d'abord avoir une bonne connaissance de ce qu'est la marche normale. L'observation d'un marcheur nous montre qu'il garde les pieds serrés. Ceci est différent du conseil que nous donnons aux patients, écarter les pieds pour plus de stabilité. Ce conseil est valable pour la stabilité statique, mais au cours de la marche, nous recherchons la stabilité dynamique. Lorsque le marcheur s'arrête, les deux pieds sont posés au sol et en les reliant, il devient possible de déterminer le polygone de sustentation. Ceci n'existe qu'au repos. Sitôt que l'on marche, ce polygone disparaît. Pour avancer un pied, il faut le détacher du sol. Le marcheur se trouve en équilibre alternativement sur un seul pied. À chaque pas, le marcheur déplace le bassin latéralement de manière à amener le centre de gravité au-dessus du talon porteur. Ce débattement latéral du bassin, compris entre 2 et 3 cm chez le marcheur normal, est aisément observable. Que se passe-t-il au-dessus? Les épaules et la tête ne se déplacent pas visiblement. Avant même de pouvoir soulever un pied, il faut aligner la ligne de charge avec le talon porteur. Et pour ceci, déplacer le bassin latéralement. Le mouvement latéral du membre inférieur en appui et du bassin au-dessus démarre dans une articulation souvent ignorée, la sous-astragalienne. Si le bassin suivait le déport latéral du membre inférieur, les crêtes iliaques se trouveraient surélevées alternativement du côté du membre inférieur oscillant. Il n'en est rien. Une activité musculaire finement réglée permet au bassin de chuter du côté du membre oscillant, mais sans excès. Observons le marcheur de côté. Nous notons alors que l'épine iliaque antéro-supérieure s'avance en même temps que le pied qui va chercher le sol, ce qui signale une rotation du bassin au-dessus de la tête fémorale porteuse. Ces mouvements du bassin sont extrêmement complexes, puisque nous assistons simultanément à un déport latéral du bassin, une chute du côté du membre oscillant, une rotation en avant de l'hémibassin du côté du talon qui va chercher le sol. Le membre inférieur exécute des rotations complexes, et tout d'abord la cuisse. Au moment où les orteils vont décoller du sol, la hanche se trouve en rotation interne relative par rapport au bassin.
Au moment de l'attaque du talon, par contre, le membre inférieur tout entier se trouve en rotation externe de hanche, rotation relative par rapport au bassin. Pendant toute la période d'appui complet du pied, le genou reste en légère flexion. Plus la marche est rapide, plus la flexion du genou est marquée. Ceci devient encore plus évident lors de la course. Le pied ne reçoit pas le poids du corps de manière uniforme, comme nous le montre cette séquence reconstruite par ordinateur. Attaque du talon à la partie postéro-externe. Le poids du corps se transmet au sol par le bord externe du pied, puis par l'avant-pied tout entier, et enfin le marcheur quitte le sol par le gros orteil. Si nous revenons au marcheur vu par derrière, nous sommes en mesure d'observer la semelle plantaire. Comment cela est-il possible? C'est que le pied ne se relève pas pendant la marche. Pendant toute la phase oscillante, l'avant-pied pointe vers le bas et passe très près du sol, à quelques millimètres. C'est d'ailleurs pour cette raison que nous nous prenons les pieds dans les paillassons et que nous heurtons les petits cailloux. Alors que les pieds d'appui alternent de manière rythmée, le bassin, porté comme sur un palanquin, décrit dans l'espace une sinusoïdale aplatie, ce que Marais avait déjà mis en évidence au siècle dernier en photographiant un marcheur coiffé d'une toque blanche. Ce mouvement dans l'espace nous est parfaitement décrit par l'ordinateur qui suit les mouvements du membre inférieur et du bassin. L'étude de la marche normale constitue une étape indispensable avant l'observation des boiteries. Sur ces images, nous observons qu'il n'est pas possible de tenir l'appui monopodal si on empêche le bassin de se déplacer latéralement. Le premier exercice proposé aux patients est donc de déplacer latéralement le bassin en levant sur place un pied l'un après l'autre. C'est cette sensation de déplacement latéral que le patient doit se remémorer. Le deuxième exercice consiste à réentraîner le bassin à se déplacer au-dessus de la tête fémorale porteuse. Le patient doit là aussi réapprendre ce mouvement du bassin souvent oublié. Pour parfaire la rééducation de la marche, les patients déambulent à l'extérieur sur des sols différents. Le parcours est semé d'obstacles avec des mises en situation rencontrées dans la vie courante, telles que monter et descendre d'un escalier, passage sur un plan incliné, également contournement d'obstacles, et enfin marche sur terrains différents tels que gazon, cailloux, galets, ce qui permettra aux patients de retrouver toutes ces sensations proprioceptives. Voilà, retour dans notre décor. De la marche au pied, il n'y a qu'un pas, si vous me permettez. Et revenons à Lucie. Dans cette même vallée de la Fare, des chercheurs du CNRS ont découvert dans la lave volcanique une empreinte de pied qui montre l'existence d'un gros orteil sustentateur et non pas préhensible. Pour l'homme, le pied n'est donc utile qu'à la marche. Avec Josette Perrane, revoyons les mobilisations de ce complexe articulaire. Le pied est constitué de nombreuses articulations et il ne faut pas le considérer comme une succession osseuse puisque celui-ci est entouré de ligaments et de muscles. Sur ce pied, nous voyons l'aponévrose plantaire qui nous donne la courbure interne du pied. Et lorsque j'effectue une extension du gros orteil, nous voyons très nettement un creusement impliquant donc une mobilité des différentes articulations. Voyons maintenant la mobilisation passive des articulations depuis la sous-astragalienne jusqu'au gros orteil. Mobilisation passive de l'articulation sous-astragalienne.
Placez le genou en flexion à 90 degrés. Le pied est positionné en légère flexion plantaire afin de dégager le col astragalien. Fixez le col astragalien par en avant. Le pouce est situé au ras de la malléole externe, l'index est situé au ras de la malléole interne. Empaumez le calcanéum. La main proximale astragalienne est le point fixe. La main calcanéenne est le point mobile. Mobilisation en glissement interne et glissement externe. Pression située du dehors vers le dedans pour le glissement interne. La pression est dirigée perpendiculairement à l'axe calcanéen, l'axe longitudinal calcanéen. Pression située du dedans vers le dehors, effectuant donc un glissement externe. Glissement interne, glissement externe. Glissement antérieur. La main astragalienne reste en même position. La main calcanéenne vient crocheter le calcanéum par en arrière. Les doigts suivent l'axe longitudinal de celui-ci. Glissement antérieur. La main astragalienne reste en même position. La main calcanéenne vient crocheter le calcanéum par en arrière. Les doigts suivent l'axe longitudinal de celui-ci. Les coudes s'écartent à 90 degrés. On effectue une pression astragalienne de l'avant vers l'arrière afin d'assurer le recul de celui-ci. La main calcanéenne va effectuer une pression de l'arrière vers l'avant. Nous assurons ainsi un recul astragalien et une avancée calcanéenne. Glissement postérieur calcanéen. La main fixe l'astragale par en arrière. La pulpe des doigts, toujours située au ras des malléoles, et on ferme la pince. La main calcanéenne empaume celui-ci. Je tracte le calcanéum en glissement postérieur par une pression située vers l'arrière et le dehors, c'est-à-dire une pression qui suit l'axe calcanéen. Nous assurons ainsi le glissement postérieur. Mobilisation passive en bâillement. Les bâillements correspondent au varus calcanéen et valgus calcanéen. Fixation astragalienne par en avant. Toujours saisir le col astragalien. Fixer la pince bimalléolaire. Empaumer le calcanéum et effectuer un bâillement interne en tournant le calcanéum sur lui-même. Puis, le bâillement externe est réalisé en effectuant une ouverture externe. Le bâillement interne correspond au valgus calcanéen. Valgus calcanéen. Le bâillement externe correspond au varus calcanéen. Mobilisation passive du calcanéum en rotation. Le pied toujours en légère flexion plantaire. Fixez l'astragale par en avant. J'empaume le calcanéum et je fais pivoter celui-ci autour d'un axe vertical. La mobilisation en pivotement correspond à l'abduction du pied. Rotation dans l'autre sens correspond à une mobilisation en adduction.
manœuvre de décompression du calcanéum sur l'astragale. Je plie le genou à 90 degrés. Je fixe le segment jambier sur la table à l'aide de mon genou. Je saisis par une prise bimanuelle le calcanéum. Prise ferme. Et je tracte dans l'axe du segment jambier, effectuant ainsi une décompression. Nous allons effectuer une manœuvre globale de mobilisation de la sous-astragalienne. Pouvez-vous vous retourner? Je fixe le calcanéum sur un plan dur. Je fixe l'astragale par en avant. Une autre prise par en arrière. Au ras des malléoles internes et externes, je fixe ainsi l'astragale. Je fais une poussée vers le dedans, obtenant ainsi un valgus calcanéen et bâillement externe. Poussée vers l'extérieur, obtenant ainsi un varus calcanéen et bâillement externe. J'effectue également des poussées en avant et en arrière, puis des mouvements de rotation dans un sens horaire, anti-horaire. Mobilisation passive de l'articulation de Chopard. Repérage du tubercule du scaphoïde. Il est situé sur la partie interne du pied. On le met en évidence ici. Je garde l'index dessus. L'astragale est située juste au-dessus donc du scaphoïde. Je vais fixer le col astragalien, fermer la pince bimalléolaire. L'index est situé juste au-dessous de la malléole. La main qui mobilise fixe donc le scaphoïde en interne et le cuboïde en externe. Je vais effectuer la mobilisation tout d'abord en glissement. Il existe des glissements externes. Le pied se déplace donc vers le dehors, ou glissement interne de l'articulation de Chopard. Glissement externe, glissement interne. Bâillement. Bâillement interne ou ouverture interne. Bâillement externe entre le cuboïde et le calcanéum. Glissement inférieur. La poussée est réalisée depuis la face dorsale vers la face plantaire. Ensuite, bâillement supérieur. Gardez la même prise de main. Effectuez le bâillement. Ce pied étant large proportionnellement à la main, je vais faire une prise par la face plantaire. L'index va donc sous le tubercule du scaphoïde et le pouce crochette bien le cuboïde par au-dessous. J'effectue une pression vers la face dorsale du pied, effectuant ainsi le glissement supérieur. Je peux également effectuer le bâillement inférieur. En gardant la même prise, je peux effectuer un mouvement de supination. Je place bien l'index sous le tubercule du scaphoïde pour buter à sa partie inférieure. Le pouce crochette le cuboïde par au-dessous. Je peux ainsi effectuer une supination. En crochetant le scaphoïde par au-dessus, je peux repousser le cuboïde et effectuer une pronation. Nous prenons à présent un sujet féminin et nous allons mobiliser le cuboïde en glissement supérieur.
Le patient est allongé sur le dos, le pied est positionné sur un plan dur, le talon fixé, les 4e et 5e rayons en dehors de ce plan. Une main se positionne en arrière afin de fixer le talon dans la table. Je repère la styloïde du 5e métatarsien et le pouce de cette main vient se placer sous le cuboïde, donc en dedans de la masse molle. Le pouce de l'autre main vient se situer également sous le cuboïde, donc à côté du précédent. La pulpe des doigts entoure le reste du coup de pied. À l'aide de cette main, je vais pouvoir abaisser le 5e métatarsien en le fixant sur le plan dur et fixer le talon. Je peux ainsi monter les pouces vers le dorsal, réalisant ainsi un glissement supérieur du cuboïde par rapport au calcanéum et par rapport au 5e métatarsien. Mobilisation passive du cuboïde en glissement inférieur. Repérez la styloïde du 5e méta. Je place le pouce juste en arrière de la styloïde, au-dessus du cuboïde. L'autre main fixe le calcanéum dans la table et se place juste à côté de l'autre pouce de façon à être placé bien au-dessus. J'effectue une pression vers le plantaire de façon à faire glisser le cuboïde en glissement inférieur et je remonte le 5e métatarsien. Glissement inférieur, relâchement, glissement inférieur. À présent, voyons la mobilisation spécifique du scaphoïde. Je fixe l'astragale, je place l'index sous le scaphoïde et le pouce au-dessus. J'effectue des glissements supérieurs, inférieurs, glissement supérieur, glissement inférieur. Juste en avant du scaphoïde, nous avons le premier cunéiforme. Afin de le mobiliser, je fixe le scaphoïde et je saisis le premier cunéiforme entre l'index et le pouce. Cette mobilisation correspond à la mobilisation de l'articulation innominée. J'effectue des glissements supérieurs, glissements inférieurs sur le scaphoïde qui est fixe. Au-dessus du 2e métatarsien, je trouve le 2e cunéiforme que je mobilise également en glissement supérieur et inférieur. Au-dessus du 3e métatarsien, le 3e cunéiforme. L'index sous la partie plantaire bute sur l'aponévrose plantaire, notre guide reste donc uniquement le pouce. En avant de l'articulation innominée, nous avons l'articulation de Lisfranc qui met en présence les 5 métatarsiens et en arrière les 3 cunéiformes et le cuboïde. Je fixe donc à l'aide de la main proximale les cunéiformes et le cuboïde à l'aide du pouce. Je fixe le tout dans la table. Je saisis les métatarsiens depuis le premier rayon jusqu'au 5e
et j'effectue des glissements inférieurs, supérieurs. Bâillement supérieur, bâillement inférieur. J'effectue des mouvements de bâillement interne, bâillement externe, puis des mouvements de supination et pronation. Supination, pronation. Mobilisation passive du 5e métatarsien. Je repère la styloïde du 5e métatarsien et fixe le cuboïde qui est situé juste au-dessus. Je saisis la styloïde du 5e métatarsien entre le pouce et l'index. J'effectue des glissements supérieurs et des glissements inférieurs. La prise est proximale par rapport au cuboïde. Si j'effectue une prise distale par rapport au cuboïde, lorsque j'effectue une pression plantaire, ceci correspond à un bâillement supérieur. Lorsque je remonte le 5e métatarsien, cela correspond à un bâillement inférieur. Qui correspondent à des mouvements de flexion et d'extension. Je peux également saisir le 5e métatarsien par une prise proximale et effectuer des mouvements de rotation dans un sens et dans l'autre correspondant à la pronation ou supination. La même chose peut être effectuée sur le 4e rayon en saisissant le 4e métatarsien avec des glissements, des bâillements, de la rotation. Nous terminons la mobilisation par le gros orteil. Voyons tout d'abord la métatarsophalangienne. Il est fondamental de récupérer l'extension lors de la marche et l'hallux valgus ou déplacement en dedans de la première phalange est très fréquente. Tout d'abord, mobilisation en traction ou décompression. Je tracte la première phalange et je fixe le premier métatarsien. Puis j'effectue des glissements inférieurs, puis des glissements supérieurs. J'associe ensuite une traction, glissement supérieur, extension. Puis traction, glissement inférieur et flexion. Mobilisation maintenant en adduction et abduction. Je fais une prise latérale afin d'associer à une traction un glissement vers le dedans, puis glissement vers le dehors, traction, glissement vers le dedans et déplacement interne de la première phalange. Traction, glissement interne et déplacement en dedans de la première phalange. Traction, glissement externe et déplacement en dehors de la première phalange. Grâce à la laxité, nous pouvons effectuer des mouvements de torsion ou rotation. Nous terminerons la mobilisation par l'interphalangienne. Je fixe la première phalange, je saisis la deuxième phalange
j'effectue des tractions, puis j'effectue une flexion associée au glissement inférieur, une extension associée au glissement supérieur. C'est le seul mouvement possible dans cette articulation, elle est de type trochléenne. Bâillement interne-externe, une légère rotation grâce à la laxité. Nous avons donc fait le tour du pied et avons terminé la mobilisation. Notre page pratique, elle aussi, sera consacrée au pied. Un pied soumis à de multiples traumatismes, on le sait. Voyons un cas, celui du syndrome de la queue de l'astragale. Il s'agit d'une douleur que le sportif ressent derrière la cheville, soit par un choc sur le talon, comme sur cette image à la descente d'un escalier, soit sur un shoot contré par le pied de l'adversaire, ou encore lors de la frappe si la pointe du pied heurte le sol, alors que la frappe intérieure du pied n'est pas douloureuse. Le siège de la douleur est situé en arrière de la malléole externe ou de la malléole interne. Il s'agit d'un conflit entre le tubercule postérieur de l'astragale et le tibia sur un pied en flexion plantaire. Le plus souvent, une lésion ligamentaire autorise le glissement antérieur de l'astragale. La flexion plantaire amenant alors l'astragale en butée avec le tibia. Cette douleur n'existe pas lorsqu'on percute le calcanéum sur un pied en flexion dorsale, alors qu'elle apparaît, douleur très aiguë, lorsqu'on percute le pied en flexion plantaire. Nous proposons ici la réalisation d'une contention limitant la flexion plantaire et le tiroir astragalien antérieur. Il s'agit tout d'abord de poser plusieurs bandes en avant de l'articulation. Celles-ci ont pour but de diminuer la flexion plantaire douloureuse. Elles sont posées en flexion à 90 degrés et nous utilisons des bandes collantes non élastiques. Le pied toujours maintenu à 90 degrés, une autre bande passe sous le pied et croise en avant l'articulation. Cette bande aura pour but de limiter la flexion plantaire. Une autre bande rigide part du bord externe du pied, croise en avant l'articulation, contourne l'arrière-pied pour venir se fixer en dedans sur l'avant-pied. Cette bande doit limiter le tiroir antérieur de l'astragale. Bien sûr, nous pouvons doubler toutes ces bandes pour obtenir un meilleur maintien. Nous terminons en fermant la contention avec une bande collante élastique en recouvrant la quasi-totalité de la cheville. Une bande circulaire fixera au-dessus les bandes rigides. Il ne nous reste plus qu'à vérifier la limitation du mouvement due à cette contention. Voilà, pour ce dossier, nous enchaînons avec la revue de presse et les nouveautés pratiques. Pour cette revue de presse, plusieurs ouvrages. Tout d'abord, en ce qui concerne la marche, nous vous recommandons La marche humaine, sortie en 1989 aux éditions Masson, dans lequel on retrouve les composantes biomécaniques du squelette, les actions musculaires pendant la marche, l'examen clinique de la marche et les boiteries. Sorti récemment, toujours aux éditions Masson, le compte-rendu du symposium médico-chirurgical de Rangueil, Toulouse 1990, de la biomécanique du pied aux fractures du calcanéum, en passant par le pied du sportif et les traitements chirurgicaux,
Enfin, les dernières actualités médicales et chirurgicales concernant le pied. Aux éditions Verlac, Scoliose et thérapie manuelle par Marcel Bienfait, kinésithérapeute et ostéopathe pendant 20 ans à l'hôpital Rothschild à Paris. C'est dire qu'il connaît cette pathologie. Il nous rappelle que la scoliose est terriblement évolutive, qu'elle est un trouble de la croissance conjonctive et musculaire. La thérapie manuelle doit lutter contre les raccourcissements et viser à l'harmonisation posturale. Aux éditions Prodime, Gymnastique du cardiaque. Cet ouvrage est le résultat d'une expérience de 15 ans offerte aux kinésithérapeutes et médecins en vue d'améliorer l'état des coronariens. La présentation et la classification des exercices permet aux thérapeutes traitant ces patients d'élaborer des programmes et des groupes de gymnastique homogènes. Le gyrosphère nous vient de Belgique. Créé par un kinésithérapeute, il est au genou ce que le plateau de Freeman est à la cheville. Un ingénieux système qui permet de maintenir le pied et le genou fléchis. Résultat, une vraie rééducation proprioceptive. Le ColtPad a été créé aux États-Unis par des spécialistes de la médecine sportive en tant que traitement de première urgence. Son avantage, il maintient le froid et la pression nécessaires au soulagement immédiat des membres contusionnés et facilite ainsi le transport des blessés. Voilà, fin de ce numéro consacré à la marche et au pied. Rendez-vous pour le numéro 12.